Bonjour à tous. Comme je passe en dernier, j'ai l'impression d'avoir à conclure, mais c'est plutôt une ouverture. Alors, d'où partons-nous et où allons-nous? Plutôt que de donner un titre au relent un peu biblique à mon intervention et jeter sur cette noble assemblée un voile de culpabilité, j'aurais dû être plus froid et vous proposer d'observer avec moi les évolutions récentes de la représentation architecturale. Alors, d'où partons-nous? Je ne suis pas historien, mais mes amours pour l'architecture et tous ceux qui ont tenté d'en fixer les dimensions et les étendues sur le papier me permettent, comme le détenteur d'un cabinet de curiosité, de proposer une lecture fascinée, décousue, personnelle, mais tout de même un tout petit peu historique. Et où allons-nous? Moi, je ne sais pas vraiment, mais nous en sommes aujourd'hui à un moment assez bien représenté dans cette publicité proposée par ICAD. Vous me direz que rien dans cette image n'est une représentation architecturale. C'est parce que tout se passe dans le casque, et tout s'explique dans le titre. Nous allons y revenir. On a longtemps cru que l'Antiquité s'était passée de dessin, mais on trouve de plus en plus de témoignages sur les monuments eux-mêmes, qui montrent une volonté de donner par quelques tracés simples des mesures à respecter par les bâtisseurs. Il ne s'agit pas encore de plans, mais plutôt de tracés régulateurs qui permettaient d'harmoniser les mesures à une époque où il n'y avait pas de référence universelle. À l'écran, vous voyez l'exemple frappant du croquis incisé par les constructeurs antiques sur les parois du sanctuaire de Didyme. C'est littéralement un patron, découvert et compris par Haselberger, un plan de repérage permettant au tailleur de pierre de donner au fût de colonne son entasis, ce renflement subtil destiné à contrebalancer l'effet concave de la perspective. Ce qui est frappant, c'est que le tracé était fait à même le monument en cours de construction, parfois au sol, parfois sur les murs en train d'être élevés. S'ils avaient existé sur d'autres supports plus fragiles, ces tracés auraient de toute façon disparu. De sorte que les représentations antiques nous parviennent rarement et sur l'objet même qu'ils ont aidé à construire. Plus tard, le support se désolidarise de l'œuvre. Les dessins du Moyen-Âge font appel à un réseau de connaissances techniques, de savoir-faire. Ce sont des dessins qui sont aussi dédiés à l'exécution. Des dessins qui mêlent informations de plan et de coupe sur le même support, à la fois par souci d'économie et de matière, d'économie d'effort et pour offrir la complexité d'un seul coup d'œil. À l'écran, un dessin de Ulrich Densingen, maître d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg pour la construction de sa flèche. Il figure le même ensemble architectonique coupé selon différents plans horizontaux, de sorte que les tailleurs de pierre avaient sur un seul document, tous les éléments pour le construire. L'effort pour restituer intellectuellement la réalité bâtie à venir, autrement dit l'effort de virtualisation du projet, était colossal et, suppose-t-on, accessible au seul contremaître. Mais déjà à ce moment-là, les architectes devaient réaliser des dessins destinés à faire comprendre ce qu'était leur projet. À l'écran, le dessin d'un maître d'œuvre de la cathédrale de Strasbourg, Jean Hultz, qui représente à la fois la base de la flèche telle qu'on la connaît aujourd'hui et ce qui n'est resté qu'un projet pour la flèche. Ce dessin a certainement servi à exposer au maître d'ouvrage une proposition de projet. L'ancêtre de la perspective de concours n'est encore qu'un géométral. La Renaissance invente la perspective et donne à lire la troisième dimension. Mais cette troisième dimension n'enlève pas complètement la part de mystère qui accompagnait les dessins des compagnons. Pourtant, c'est bien un espace fini qu'on représente en dessin. Ce qu'on a enlevé en valeur technique, le réseau savant qui tenait le dessin, a été remplacé par un réseau symbolique en lien direct avec l'émotion du spectateur. Mais toujours l'architecte, le dessinateur, choisit un point de vue, impose en quelque sorte sa vision du bâtiment. Il fait indirectement appel à l'intelligence de celui qui regarde. Il compte sur lui pour comprendre que ce point de vue est un choix. C'est toujours le cerveau humain qui virtualise le projet. La Renaissance ne fait que reprendre une science des rapports de proportion entre les éléments du bâti qui étaient déjà largement pratiqués dans l'Antiquité, et ces rapports de proportion, bien qu'issus d'une pratique objective du chantier, ont ensuite donné lieu à des interprétations mathématiques et théoriques poussées parfois jusqu'à l'absurde. Et le fantasme d'un grand calcul unique ou de rapports mathématiques mystérieux entre les formes a perduré. Le même phénomène de relecture mathématique de ce qui n'est en somme qu'un moyen pragmatique d'approcher ce qu'on pourrait appeler l'harmonie ne touche pas que l'architecture, et les amateurs de sens cachés ont prêté à la musique de Bach des significations occultes. L'harmonie ne se suffit pas à elle-même, il faut qu'elle soit justifiée par des visées secrètes. Le XIXe siècle jette des passerelles entre représentation et avancées techniques, puis technologiques.
L'architecte emprunte peu à peu au géomètre et au photographe pour représenter le projet dans une réalité de plus en plus détaillée et objective. La représentation architecturale, rationalisée à l'extrême dans cette poussée positiviste, voit naître un mouvement divergent qui emprunte une voie parallèle à l'évolution des arts picturaux, romantisme, futurisme, cubisme, etc. La révolution moderne est un ultime développement de la représentation classique. La coupe fait irruption comme instrument de projet, mais reste un élément de langage géométral. Les architectes développent dans tout leur raffinement des outils éprouvés depuis plus de 20 siècles. Le XXe siècle nous a jetés là, sur les rives du deuxième millénaire, avec des savoirs et des codes de représentation à la fois compris par tous, mais érodés par les détournements successifs de générations d'architectes avides de marquer leur temps en enterrant leurs prédécesseurs. On a tué le père à un rythme soutenu. La révolution numérique fait trembler toute la civilisation. Ni l'architecte, ni ses outils ne sont épargnés. Contrairement à beaucoup de mes confrères, je ne pense pas que le BIM soit la manifestation de cette révolution. Le BIM est l'ultime soubresaut d'une technicisation du métier commencée au XIXe siècle. C'est la dernière étape de notre révolution industrielle. Mais à y regarder de plus près, le BIM continue à produire du plan et de la coupe. Et avec tous les excès dénoncés par les uns et les autres, des renseignements et des détails d'une absurde, inutile et inexploitable complexité. Le BIM reste toujours largement maîtrisable et maîtrisé par les architectes. Non, le phénomène qui risque le plus de nous faire vaciller est un mode de représentation qui dépend entièrement d'un outil technologique de restitution. C'est le casque de réalité virtuelle, que je vais nommer de manière un peu plus pratique casque VR dans cet exposé. Au XIXe siècle, les architectes empruntaient aux topographes et aux photographes. Aujourd'hui, ils héritent des outils développés par le monde du jeu vidéo. Je fais bien la distinction entre la réalité virtuelle et le casque de réalité virtuelle. La réalité virtuelle est finalement aussi vieille que la représentation. La réalité virtuelle naît dans le cerveau humain à partir des informations dispensées par l'architecte, l'écrivain, le dessinateur et toute personne qui choisit un mode de représentation pour figurer ce qui n'est pas encore là, ou ce qui est trop loin pour être vu, ou ce qui a disparu. Le dessin géométral, la perspective, la description littéraire, tous les outils de représentation sont des moyens proposés pour que le lecteur puisse se faire une idée et reconstituer intérieurement une part de réalité à partir d'une évocation. Le casque de réalité virtuelle, quant à lui, n'est qu'un outil de distribution d'une réalité représentée dans un mode qu'on appelle la 3D temps réel. Pour que cet outil soit efficace, il faut que toute la réalité volumique soit représentée, puis passée dans le langage d'un moteur 3D temps réel, qui distribuera à l'utilisateur final une représentation totale et vraisemblable sous tous les angles. Le casque de réalité virtuelle ne dispense plus la représentation à distance, à travers un média fixe qui oblige à un effort de restitution, mais directement à la rétine, et par là même à la profondeur innervée, réactive et pour ainsi dire reptilienne de notre cerveau. Là où la représentation classique parle à la raison, le casque parle à nos sens. Paradoxalement, nous croyons que ce qui parle à nos sens est plus vrai, plus fidèle à la réalité. Les sens ne sont pas censés nous mentir. J'ai vu ce que j'ai vu, j'ai senti ce que j'ai senti, et bientôt j'ai touché ce que j'ai touché. Les gants de simulation haptique sont déjà bien développés. Les sens ne peuvent pas nous tromper. Une image le peut, une perspective le peut. Un architecte peut toujours vous faire croire ce qu'il veut. Alors qu'une 3D virtuelle, c'est l'assurance de voir la vérité du projet. Sans l'intervention de la pensée, sans mécanisme d'analyse et de critique des images proposées par l'architecte. La 3D virtuelle, c'est la possibilité de laisser les sens déclencher des émotions brutes, détachées de tout présupposé rationnel, détachées de tout savoir-faire et de tout savoir décrypté. La 3D virtuelle, c'est aussi l'illusion d'une information brute, non retouchée, qu'on va pouvoir inspecter sous toutes ses coutures pour dénicher la triche, l'oubli ou le mensonge. Une illusion assez contemporaine d'atteindre une vérité, non pas en la faisant émerger du néant par construction mentale, mais en débarrassant une vérité préexistante des voiles du mensonge et de la tromperie. On vérifie le projet plutôt qu'on le regarde. Je distingue aussi deux utilisations du casque de réalité virtuelle. Une pour l'architecte et une pour le visiteur, c'est-à-dire une pour celui qui fabrique le projet et une pour celui qui le reçoit. Dans le processus d'élaboration du projet, le casque peut être pour l'architecte une aide à la conception, un outil de vérification. Apparenté à la maquette et à la 3D classique, il permet de tester en temps réel différentes résolutions formelles. Il permet également de vérifier en mouvement et depuis une hauteur d'œil réaliste. À ce titre, le casque entre dans les agences et sera digéré de manière assez naturelle, comme un nouvel outil placé à côté de tous les autres.
Il n'y a en fait rien à craindre des outils, pas plus du casque VR que d'AutoCAD, du BIM, du Rotring, de la pointe et de la plume. Ce qui est à craindre, c'est la jonction entre certains outils et certains travers de l'époque. Je dis certains car un retour en grâce progressif mais bien sensible du dessin à la main et de la représentation traditionnelle accompagne l'explosion de l'outil numérique. Ce retour en grâce montre bien cette capacité des architectes à s'affranchir des questions à la mode et de privilégier l'écriture patiente et lente du projet. Donc, ce qui est à craindre, c'est l'emprise toujours grandissante et envahissante du marché dans les domaines de l'architecture. L'imprimante 3D pour le chantier, l'outil paramétrique pour l'urbanisme et le casque VR pour la représentation. La seule chose qu'on puisse espérer, et nul doute que ça arrivera, c'est que les architectes et tous ceux qui ne sont pas susceptibles de tomber dans le panneau technicien, tous ceux qui ne sont pas dupes de la technicisation du processus constructif mené de concert avec l'abrutissement des futurs habitants, que tout ceci s'empare de l'outil VR et le détourne. Pour le visiteur, le casque n'est pas un outil lié au processus de projet, mais un outil de restitution d'un produit fini, soit construit, soit restitué, soit à construire. C'est dans ce cas, et avec sa capacité de ne parler qu'au sens et à l'émotion, que l'outil pose question. Cette façon de proposer une représentation qui fasse uniquement confiance à l'émotion et non plus à l'intelligence, celle qui reconstruit, celle qui complète le modèle, et surtout celle qui imagine, est une manière de déposséder le spectateur, une manière de supposer son incapacité totale à extrapoler. C'est abdiquer devant l'immédiateté de l'image. C'est aussi une façon de réduire encore plus le projet à la surface des choses. Étrangement, le projet dématérialisé ne vaut plus que par sa matière, son épiderme, la surface visible. La conquête de l'architecture moderne, la coupe, celle qui montre le rapport de proportion des espaces, les empilements, mais aussi les entrailles, les épaisseurs, la matière, tout cela disparaît au profit d'une résolution picturale, une sorte de vide habillé. Une autre particularité du casque VR est qu'il dispense une réalité virtuelle qui n'est pas partageable. On peut se trouver à deux dans un modèle virtuel, ou voire à 200 millions, comme sur les serveurs du jeu Fortnite, auquel jouent mes enfants, sans pouvoir rien partager. Autour d'un dessin ou d'une maquette, on peut débattre. On peut convenir qu'il s'agit d'un point de départ commun, d'une donnée fixe, sujette à toutes les critiques possibles et aux appréciations subjectives. Mais qu'est-ce que la subjectivité sans objet ? Débattre d'une maquette virtuelle est littéralement impossible. On pourra toujours rétorquer que l'autre n'a pas vu la même chose que soi, et on aura raison à chaque fois. Qu'est-ce donc une représentation sur laquelle on ne peut pas s'accorder ? La représentation de l'architecture, c'est une histoire du tri et une histoire de choix. Si la représentation géométrale n'offre que les évidents plans, coupes et élévations, la représentation perspective offre un infini de possibilités. À l'heure du choix, c'est l'architecte, auteur du projet, qui décide de retenir tel point de vue, car il considère que celui-ci met suffisamment en valeur son projet. Ou mieux, il sélectionne un point de vue car il veut raconter quelque chose sur la composition, la matérialité, l'inscription du projet dans un contexte. Qu'advient-il de ce choix si l'ensemble du projet est offert à l'exploration virtuelle ? Qu'advient-il du projet si tout est dit d'un seul jet ? Et surtout, qu'advient-il du processus de projet, avec toutes ces zones de flou, les nécessités d'ajustement, les repentirs, les corrections, les concessions, les compromis, si nous sommes sommés de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité tout de suite ? Ce qui arrive, c'est que nous allons perdre cette possibilité de choisir notre meilleur profil. Ce qui arrive, c'est que nous allons devoir trouver d'autres stratagèmes pour ménager dans le temps de l'esquisse suffisamment de place pour l'inconnu, suffisamment de place pour le temps de la mise au point. Il est probable également que nos esquisses sous casque VR seront bientôt accompagnées d'avertissements, de clauses de non-engagement, voire de sous-titres baroques. Et bientôt faudra-t-il faire signer des contrats déchargeant les architectes de toute responsabilité en cas de déception à la livraison. La campagne publicitaire ICAD montre bien cette tendance du marché à s'emparer des outils numériques et à les mettre au service des tendances sociétales, même les plus délétères. En l'occurrence, ICAD fait ici la promesse d'une vérité en co-conception. Quel est ce brouillage de limites entre concepteurs et habitants au sens large ? Le marché de l'immobilier s'est emparé très rapidement des casques VR, en même temps que des tablettes et des smartphones, et les a transformés en promesses pour les acheteurs de customiser le produit. Rappelez-vous qu'on ne parle pas de logement, mais de produit. ICAD propose que chacun devienne écoluminocrate, futur apparto-visiteur, ingénioproprius et surtout imaginarchi-conceptor, l'aideur des néologismes.
Quelle riante perspective! Nous souhaitons bien du plaisir à ceux qui découvriront les immenses possibilités offertes par la réglementation contemporaine entre PMR, certification E+C-, label Effinergie. Les marges de manœuvre seront, à n'en pas douter, colossales. Mais contre quelle idée de la conception des logements cette campagne est faite? Finalement, si des petits génies du marketing l'ont conçue, c'est qu'ils ont cru identifier un besoin. Est-ce que ce besoin est la co-conception, comme annoncé sur le site lorsqu'on clique pour avoir plus de précision? En guise de co-conception, dont il faudra un jour qu'on m'explique le fonctionnement, tient-on le crayon à deux, on sent bien que le rêve qui est vendu là est la conception du logement par l'acquéreur. Enfin libéré du joug des architectes et de toute forme d'autorité et de compétence, l'acquéreur peut enfin donner libre cours à ses envies. Une immense pièce de vie, des chambres spacieuses avec chacun sa salle de bain, de la lumière naturelle dans chaque pièce, y compris les toilettes, aucun contact avec les voisins, toute chose évidemment impossible avec la flambée des prix et des contraintes réglementaires. Alors la pub vous vend ça, mais la réalité, évidemment, ça sera ça. Après la co-conception, il faudra pour ICAD gérer la co-consolation. Cette utilisation du casque VR comme outil marketing, avec tout ce que ça comporte de détestable, n'est pas encore entrée dans nos agences. Mais vous inquiétez pas, on est les prochains sur la liste. Ça, c'est une pub dans un magazine d'architecture. On peut légitimement se demander d'où vient ce fantasme de vérité lorsqu'il s'agit d'architecture. Est-ce que les gens se sont trop souvent sentis trompés? Est-ce que la réalité virtuelle, l'hyperréalisme est le seul horizon pour se débarrasser de la triche? On en vient presque à comprendre ce fantasme quand on voit par exemple la perspective de la canopée des Halles et sa réalisation. Attention, il est très facile de jeter l'architecte avec l'eau de son esquisse et de se maudire pour l'avoir cru sur parole, lui qui nous vendait une nappe évanescente plongeant avec la délicatesse d'un voile de soie porté par la brise vers un trou des Halles transformé en simple mouvement de terrain. Mais faut-il vraiment blâmer l'architecte? Il a certes joué de tous les codes de la séduction, en prenant soin de ne rien annoncer de trop précis, mais c'est bien la maîtrise d'ouvrage, aidée par un jury, des journalistes et des critiques, et il faut le dire par la peur de la réalité, qui a voulu à tout prix croire à ses rêves d'apesanteur. Bon, il est vrai que dans ce cas précis, l'architecte n'a pas hésité à joindre le texte à l'image, et je cite Berger, « La lumière est apaisante, on est à couvert, les bruits sont atténués, on y voit comme à travers la canopée des arbres, le ciel est dessiné en dessous, la vie urbaine est diaphane par-dessus, les perspectives urbaines esquissées par devant. C'est une animation diffuse par frémissement, quel que soit le point de vue où l'on se situe. » Fin de citation. Le problème avec la réalité, c'est qu'elle finit toujours par nous rattraper et on comprend celui qui vend du rêve, il veut nous tenir encore un petit peu endormis. C'est probablement ce qui a fait perdre l'OMA, trop proche de la réalité épaisse et lourde d'un millefeuille d'infrastructures et d'espaces commerciaux. Dans ce cas précis, on ne voit pas bien ce qu'un casque de réalité virtuelle aurait changé à l'affaire. La même image évanescente aurait pu être parcourue, et tels des ectoplasmes errant dans un éther de formes affranchies, on aurait pu voir les membres du jury glisser et flotter jusqu'au bord du trou des Halles comme des âmes au bord du gouffre de l'enfer. Non, la promesse du casque VR, c'est la promesse que les architectes ne pourront plus nous mentir ainsi, puisqu'ils seront obligés, vous m'entendez, obligés de modéliser la réalité de ce qui sera bâti. C'est évidemment eux les tricheurs, coupables de nous faire rêver en nous attrapant comme des mouches avec du papier collant de promesses floues. Ce sont eux les sachants. Ce sont eux qui nous prennent par la main et nous montrent que les faces riantes du projet, les faces séduisantes, celles qui flattent notre ego de client, notre ego d'homme et de femme de pouvoir. Ce sont eux qui nous déçoivent lorsque la vérité grasse et poussiéreuse du chantier nous rappelle que l'architecture appartient encore et pour longtemps à la réalité palpable et crue. Ce sont eux qui nous font réaliser qu'on s'est laissé berner comme des enfants, que nous avons voulu croire jusqu'à la dernière minute qu'un toit peut flotter, qu'un espace peut être fluide, et que transparence et bonheur ne font qu'un. Ce sont eux les coupables pour la déception que nous ressentons. On peut toujours m'accuser de crier au loup avant de l'avoir vu. Mais il se trouve qu'au début de l'année dernière, notre agence a été retenue pour un concours au zoo de Mulhouse. Il s'agissait de créer un nouveau pavillon Afrique sur une parcelle encore libre d'un des plus beaux parcs zoologiques d'Europe. Au passage, un programme pour des girafes et des hippopotames nains, ça change le quotidien d'une agence. Mais le plus intéressant dans ce concours, c'est qu'un des éléments du rendu était une 3D qui devait être restituée par le biais d'un moteur de 3D temps réel. Lors de la présentation des projets au jury, chacun de ses membres était invité à chausser un casque VR et à explorer les propositions des candidats. Nous avons pu expérimenter toutes les difficultés et tous les écueils liés à ce type de rendu et l'absurdité de l'exercice.
Par exemple, pour éviter que les candidats ne surchargent leur modèle avec des végétaux trop lourds en vertex et donc impossibles à faire tourner, nous avons tous dû envoyer un modèle architectural nu, dont la composante paysagère, et vous imaginez bien qu'elle est primordiale pour ce type de projet, a été modélisée par un prestataire du maître d'ouvrage. Nous n'avons pas eu le droit de regard sur le résultat final. Et quand nous avons évoqué l'idée d'avoir ce droit de regard, on nous a rétorqué qu'il n'y avait pas de raison, puisque les modèles réalisés par le même prestataire à partir des documents que nous lui transmettrions seraient donc sur un pied d'égalité. Outre qu'elle méconnaît le travail de maturation du projet, en présumant que tout est dit à l'esquisse, la méthode nivelle l'expression personnelle et les choix graphiques des candidats, en prenant le risque que les instructions mal comprises fassent modéliser faux. Nous avons perdu, mais nous ne saurons jamais si c'était sur la base objective de notre projet, à cause d'une perception trop réaliste d'une esquisse qui comportait sa part d'imprécision, ou à cause d'un projet paysager simplement mal transcrit dans une réalité virtuelle. Je précise qu'on n'a jamais vu la réalité virtuelle. D'une certaine façon, la VR est la suite logique du mouvement amorcé par le BIM. Si le BIM a des atouts incontestables entre les mains de l'architecte, c'est-à-dire comme outil de rationalisation de la conception, de synthèse, de progression logique vers des détails de plus en plus précis entre les mains du client, cela peut aussi devenir un outil de contrôle permanent, où le besoin légitime de se rassurer et de dépenser mieux se transforme rapidement en outil de contrôle maladif. La relation entre représentation et projet construit est animée d'un double mouvement. Une relation de plus en plus experte à des outils technologiques et numériques qui nécessitent des spécialistes pointus. Et en même temps, une relation toujours plus infantilisante au produit fini, c'est-à-dire une volonté grandissante de faire appel au sens, à l'émotion immédiate, plutôt qu'à la réflexion. L'art de la représentation est en train de se séparer en deux branches. Une branche ultra-technologique, liée à la captation de la réalité avec le géomètre expert et son relevé laser par drone, j'y reviendrai en parlant d'archéologie, et une autre branche, non moins technologique, avec des modélisateurs en 3D temps réel dont les compétences se rapprochent toujours plus du jeu vidéo. Ces deux branches écartent mécaniquement les architectes et par extension tous les sachants et les savoir-faire liés à l'acte de construire. Il suffit de voir avec quel délice les GAFA jettent leur puissance financière dans la recherche sur la fabrication de logements sans intervention humaine. Alors tout d'abord par la conception urbaine paramétrique à partir des données topologiques du terrain et des contraintes géographiques, mais également à partir des données sociologiques des futurs habitants. Résolution de logements collectifs grâce à des modules d'intelligence artificielle. Donc on a deux grands promoteurs nationaux qui travaillent actuellement sur des projets. Donc on rentre les données d'un côté, on obtient des plans de logement collectif de l'autre. Fabrication des modèles 3D qui en découlent pour la vente et le marketing. Et impression 3D sur le site. Alors je vous montre un projet de maison construite par des robots, des impressions 3D sur site, et la réalité du robot en question, et une maison construite avec ce genre de robot. Voilà le produit fini. Alors c'est le rêve absolu. Un projet sans architecte, sans entreprise, sans intervention humaine, avec une maîtrise complète et continue des délais et des budgets. Un phénomène parallèle et révélateur transforme aujourd'hui radicalement la pratique de l'architecte dans le domaine très pointu de la recherche archéologique. Mais cette fois-ci, non pas dans la représentation de ce qui n'existe pas encore, mais dans la saisie des traces d'une réalité qui n'existe plus. Dans ce domaine également, les outils de saisie de la réalité de la ruine ont évolué en parallèle des outils de représentation du projet. Après les premières vues romantiques des collectionneurs d'antiques, le XIXe siècle a vu la montée en puissance d'outils plus précis empruntés à la topographie, à la géographie ou à la photographie. La saisie d'un paysage archéologique s'est transformée en relevé de traces monumentales, là le sanctuaire de Délos, qu'elles soient en place ou éparses, et ces relevés qui consistent en une sélection raisonnée de l'information ont permis au couple architecte-archéologue de proposer des restitutions scientifiques, une sorte de cheminement du projet à l'envers. Ces restitutions sont illustrées logiquement avec les mêmes outils que le projet. Ces dernières années ont vu l'irruption fracassante des outils numériques, et ce qui était encore auparavant un travail patient, mais il faut bien le dire fastidieux, de relever à la main des éléments ruinés, peut se transformer en saisie automatisée par des machines. Je pense notamment au relevé par balayage laser. Là, il s'agit d'un relevé par balayage laser. Ce n'est pas une photo, c'est un relevé de l'église Saint-Blaise à Arles, ou la photogrammétrie. Alors ça, c'est des outils de photogrammétrie, par exemple Reality Capture, qui sont aujourd'hui à la portée de presque toutes les bourses et de tous les chantiers. Il faut reconnaître que dans certains cas, cette captation automatique de la ruine est très utile.
lorsque les ruines sont trop fragiles pour attendre le travail à la main ou trop complexes pour que l'œil suffise à comprendre. Je vous montre par exemple un exemple très frappant du site de Mess Aynak en Afghanistan, qui a dû être relevé en un temps record, il me semble 2 ou 3 mois, avant que cet immense site qui abrite de fabuleux trésors ait été transformé en mine de cuivre par des exploitants chinois qui sont venus exploiter la montagne. Donc le relevé intégral a été fait en 2 ou 3 mois par des moyens de la photogrammétrie par hélicoptère. Mais les outils numériques sont arrivés avec leur écueil, et dans un mouvement parallèle à ce qui nous occupe aujourd'hui, l'écueil le plus grave est celui du fantasme de la réalité fidèlement reproduite, et non plus représentée. L'aspect fastidieux du travail de l'architecte, occupé à relever blocs et fondations lacunaires, oblige à 2 choses. Optimiser son temps en ne relevant que les informations pertinentes pour la restitution, et bien observer avant de dessiner pour s'éviter des corrections ultérieures. L'outil numérique distord complètement ce rapport au temps et donne une illusion de toute puissance devant la ruine, mais transforme le travail de relevé en simple travail d'enregistrement. La collecte raisonnée d'informations selon un réseau préalable de problématiques devient une collection, une accumulation de données dont on se rend rapidement compte qu'elles sont plus difficiles à exploiter une fois éloignées du terrain. Les colloques sur le sujet pullulent depuis une vingtaine d'années et montrent à quel point la science archéologique est de plus en plus méfiante quant aux prétendus miracles du numérique. Ce que vous voyez défiler derrière moi, c'est une publicité de Microsoft pour le développement de son intelligence artificielle, en l'occurrence dans le domaine de la représentation de l'architecture monumentale. Ce qui est mis en avant ici est la facilité de saisie de l'information, bien plus que la qualité de la restitution architecturale. En ce sens, on peut dire que Microsoft est honnête, mais le message qu'essaie de faire passer la firme, c'est que tout deviendra plus facile à comprendre, puisque toutes les données seront faciles à engranger. Mais ce qui vous est proposé ici, c'est comme d'accumuler pêle-mêle tous les mots et les définitions du petit Robert en ordre dispersé et d'appeler ça encore un dictionnaire. Cette illusion d'une résolution facile des énigmes archéologiques par l'enregistrement automatisé des ruines, cette façon de confondre qualité et quantité, c'est bien l'écueil vers lequel nous pousse le casque VR mal utilisé. C'est regrettable pour l'archéologie, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu autre que la qualité de la recherche historique. C'est dramatique pour l'architecture car ces écueils concernent notre cadre de vie, l'endroit où nous habitons. Le casque VR, dans l'état actuel de la proposition, c'est le fantasme du réalité immédiat. C'est le refus du processus, du temps. On peut bien lui conférer une vertu d'aide à la conception, et encore on peut parfaitement défendre que le géométral suffit, mais passer dans les mains du vendeur, c'est un outil rétroactif. C'est-à-dire qu'il rend le projet opposable dans les faits et dans les mœurs. Il donne un terminus antequem, où toute la période de fabrication et d'affinement progressif qui caractérise le passage du projet à la réalité devient cet antequem. Et tout sera jugé à l'aune d'une réalité virtuelle première. C'est finalement le fantasme du BIM à la portée du grand public. Le BIM, c'est trop techno, trop normes ISO, trop proche encore de ce qui pourrait s'apparenter à un savoir-faire. La réalité virtuelle, c'est la promesse d'une image réalisée sans la sueur du tâcheron. Mais comme on sait maintenant que l'intelligence artificielle a besoin de petites mains du net pour l'alimenter manuellement en données dans une extension galopante des bullshit jobs, on se doute que ce rêve d'une architecture numérique transformera en tâcheron l'architecte, mais aussi le maçon et le menuisier. Bret Easton Ellis, dans son dernier livre, White, raconte la perte progressive de son excitation pour la pornographie à mesure qu'elle devenait plus accessible. Il fait le même constat, par extension, pour tous les biens de consommation, même s'il est un peu étrange de mettre le porno dans cette catégorie. Aujourd'hui, tous les biens de consommation à portée de clic, et donc pour lesquels l'effort nécessaire à l'acquisition ainsi que l'attente jusqu'à l'obtention se sont quasiment évaporés. On ne fournit plus d'attention, on ne fait plus d'efforts pour ce qui devient accessible trop facilement. En ce sens, la réalité virtuelle dispensée par un casque ramène l'architecture au rang de bien de consommation. L'architecture est une discipline sociale, culturelle, peu importe la catégorie, qui résiste à la compression du temps, malgré les coups de boutoir des GAFA et des idolâtres de l'architecture paramétrique. À cause de phénomènes diablement résistants comme la gravité, le temps de séchage ou la main-d'œuvre, on ne peut pas obtenir instantanément un bâtiment fini à partir d'une esquisse, fût-elle géniale. Je pense que l'extension balbutiante des casques VR est une tentative désespérée de faire passer des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire de faire ressentir une réalité au lieu de la représenter, non pas dans un but noble de participer à un processus de projet, mais pour satisfaire dans l'instant une pulsion matérielle irrépressible. C'est le signe d'une triple perte. Perte de confiance pour l'autorité que représente l'architecte ou le constructeur en général, c'est-à-dire celui entre les mains duquel on dépose son rêve de construction, sa maison idéale, avec l'espoir que ce sachant saura transformer le rêve en réalité. Perte d'une certaine insouciance, peur de l'inconnu.
Il s'agit, dans un mouvement parallèle au progrès humain, du souci d'éliminer toutes les pierres sur le chemin. Le BIM en est l'annonciateur, le fantasme du contrôle total avant démarrage de chantier. Et ce fantasme est assouvi par la vision hyper réaliste, enfin aboutie dans la transcription offerte au sens grâce au casque VR. C'est aussi le refus de l'altérité, le refus du langage de l'autre, celui d'un concepteur, c'est-à-dire de quelqu'un qui utilise une partie de langage universel, un trait est un trait, et une partie de langage personnel, ce trait dit quelque chose. Refuser la représentation avec sa part de mensonge et de triche, c'est renoncer à faire l'effort de comprendre l'autre, c'est renoncer à faire l'effort d'interpréter. Cette recherche de la vérité du projet par anticipation sur la réalité risque de nous priver de certains plaisirs. C'est bon ça, hein? Vous imaginez là? Donc ça risque de nous priver de certains plaisirs. Celui par exemple de la découverte sensible d'un espace parcouru d'abord sur papier et pour lequel seule la puissance de la virtualisation de notre imagination aura servi de mise en bouche. Quand nous ne pourrons plus dénicher, au hasard d'une visite, un angle de vue dont on aura l'impression que même l'architecte ne l'avait pas anticipé et qui nous donnerait ce sentiment de pouvoir qui annonce l'appropriation. Quand nous constaterons tristement que la réalité, c'est le virtuel en moins propre. Merci.